On est bon là? Non, oui, c'est bon. Vous êtes en Ok, direct. donc Aline est avec nous via les commentaires alors. Voilà, si elle peut. Ok. Hop, je suis là. C'est bon. Fantastique. On peut commencer. Eh ben, Adrien, à toi. Donc, tu peux nous redonner ta définition de la science? Alors, bien sûr. Pour ceux qui du coup ont été déconnectés du live, on en était à la discussion, même redéfinir un peu la problématique parce qu'elle posait problème à certains, qui est donc qu'est-ce que ça veut dire les non scientifiques et pourquoi est-ce que la science serait considérée comme une croyance? Et donc, le thème central dans tout ça, c'est bien sûr la science. Donc, la définition de science que je trouve assez satisfaisante est celle donc, du Petit Larousse, édition 2011, qui est la suivante. Ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et vérifiés par des méthodes expérimentales. Il faut comprendre bien évidemment, méthode expérimentale, c'est toute la méthode scientifique qui se trouve derrière. Donc ça veut dire des faits qu'on peut mesurer, observer, etc., etc. Okay. Il faut aussi aborder la question de savoir qu'est-ce qu'un scientifique et qu'est-ce qu'un non-scientifique, donc par opposition. Et puis, bien évidemment, la différence entre croyance et savoir. C'est parce que c'est aussi là que repose la problématique. Donc, je vous laisse vous présenter. Moi, je vais être un peu un médiateur, mais non obligatoire. Donc, Sébastien, Thomas, présentez-vous, allez-y. Pourquoi êtes-vous là? Ouais, c'est gentil, merci. Alors, moi, de base, je suis physicien, spécialisé en physique des particules. Je suis passé de la recherche au journalisme scientifique il y a un certain temps maintenant. Et donc voilà, ça me permet d'avoir ma base, on va dire, d'expertise, surtout dans ce qui concerne la physique et la cosmologie. Et puis, ça me permet aussi, voilà, de traiter l'actualité, de me tenir au courant, puis de faire de la veille scientifique aussi, c'est important. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur moi. Je te laisse la parole. Eh bien, merci Thomas. Moi, je suis Sébastien, donc je travaille comme thérapeute. Je suis l'auteur d'un livre sur la perversion narcissique. J'anime une page Facebook qui s'appelle Hypnomachie, dans lequel on étudie, on décortique l'hypnose quotidienne, des marketing, publicités, idéologies diverses, religions, enfin votre belle-mère, enfin tout type d'hypnose quotidienne auquel on peut, d'influence, voilà. C'est la seule défense psychologique en fait, tout simplement, voilà. Et donc je suis passionné aussi de science, voilà, depuis toujours. Voilà. Ok. Donc, vous avez d'un côté la science et d'un autre côté, alors je l'ai mis dans le rôle de philosophe, mais ça va être du penseur ici. Puis tout l'aspect psychologique qui va avec aussi. Et bien sûr. Donc, on commence par où? Eh ben ça, c'est ton boulot. Non, mais c'est pas que mon boulot, hein, je rappelle, c'est aussi le but des expliquer un peu ce spectateurs. qu'on entend, on va dire classiquement, par ce qui est un scientifique et Voilà. ce qui est un non-scientifique. Alors, peut-être que ce qu'on peut dire que d'un scientifique, c'est une personne qui, les anglo-saxons diraient littéralement ceux qui font de la science. Bon, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça n'a en soi pas trop de sens, hein, mais de toute façon, ce sont des anglo-saxons, on ne peut pas leur en vouloir. Donc, ça commence fort. Ah oui, ça commence fort. Alors bon, tout de même, c'est pas forcément tout. Donc, un scientifique, je propose de le définir comme une personne qui opère un travail dans la recherche, qu'elle soit théorique ou pratique. Donc, ça peut être à ce moment-là, par exemple, quelqu'un qui va travailler dans un laboratoire ou un pharmacien. Bref, quelqu'un qui va apporter
de nouvelles connaissances ou assurer des connaissances au monde. Et donc, par opposition, un non-scientifique est une personne qui se contenterait de les recevoir, style Alors, un écolier. moi, on va dire, pour donner un petit peu la façon dont l'entend la communauté scientifique en général, Bien sûr. quand je parle de la communauté scientifique, il faut déjà définir ce qu'est la communauté scientifique. Scientifique. Bon, il faut savoir que c'est on va dire, le quorum de tous les chercheurs qui exercent la science à titre professionnel. Et pour la communauté scientifique, un scientifique est une personne qui exerce donc de la science à titre professionnel. Que ce soit de la recherche, comme l'a expliqué Adrien, de laboratoire ou même de la recherche et développement dans des instituts privés, ou que ce soit, je veux dire, de l'exercice de la science telle qu'elle, à ce titre. Eh bien, par exemple, un médecin est considéré comme un scientifique par la communauté. Il ne fait pas nécessairement de la recherche, mais il exerce directement les connaissances qu'il a acquises à titre professionnel. Donc voilà, c'est plutôt comme ça, dans tous les cas, que, on va dire, l'ensemble des chercheurs caractérise le fait d'être un scientifique. Voilà. Donc, dans les deux cas, on retrouve l'idée de quelqu'un qui est directement impliqué dans l'action des sciences. Voilà. Tu as une autre définition, peut-être? Il y a quand même, je te laisserai il y a quand même une petite nuance, puisque, par exemple, on peut se retrouver impliqué dans les sciences à différents degrés. Je prends les médiateurs scientifiques d'un planétarium, par exemple. Il peut être impliqué dans l'activité scientifique du planétarium, mais on va dire en tant qu'amateur, j'ai envie de dire. Quelqu'un qui dirige un club d'astronomie, par exemple, mais impliqué dans une activité scientifique sans que ce soit sa profession. Donc c'est vrai que vraiment, on va dire, le prosélytisme de la communauté scientifique fait que pour eux, un scientifique, c'est quelqu'un dont c'est vraiment la profession. C'est-à-dire, voilà, qui est vraiment, qui en tire sa source de revenus, etc. C'est vraiment précis, peut-être même restreint comme définition. Oui. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, là, on a envie de parler de quelque chose. On commence très logiquement avec notre méthode par essayer de définir les choses. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de commencer à notre investigation par construire des grandes catégories pures. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un scientifique? Histoire d'avoir un repère, quoi, de ne pas être complètement dans la mélasse, de pouvoir produire un discours. Et on en est déjà au niveau de la définition, que déjà on dit, ah ouais, mais les gens qui sont pas professionnels, mais qui sont quand même des amateurs vachement investis. Alors là, déjà, on voit que on commence à bâtir sur du sable. Alors, c'est pas grave, on va le faire parce que c'est sympa de le faire. Mais déjà, on bâtit sur du sable. Notons juste ça. Ça va permettre de faire un édifice qui sera peut-être plus intéressant que si on n'avait rien bâti. Mais on bâtit sur du sable. Et ça fait partie du jeu de ces lives. Alors, c'est vrai, on peut soit choisir de considérer le terme de scientifique comme polysémique et à ce moment-là de le prendre à tous les degrés. Donc, ce sera effectivement plus, on va dire, évasif, peut-être comme définition. Ou soit on peut directement partir du fait que pour construire ce live, on part vraiment de la définition stricte de ce qu'est un scientifique, tel qu'adopté par la communauté. Et à ce moment-là, voilà, on fait peut-être quelque chose peut-être d'un petit peu plus restreint, mais peut-être d'un petit peu plus précis. C'est ça. Donc, à vous de voir. Hein. Moi, j'ai pas de préférence non plus, mais je crois que de toute façon, à la limite, cette problématique-là, elle renvoie directement à la problématique du sujet, qui est en fait avec quelle partie de notre cerveau on va gérer l'information. Est-ce qu'on va être sur quelque chose en entonnoir qui va se restreindre, ou est-ce qu'on va au contraire ouvrir? En fait, la problématique principale que je vois dans la problématique du sujet, c'est quel va être le filtre de l'observateur et de la personne qui va essayer de répondre à la question. Donc, à quel filtre il va donner l'après. Il peut considérer les deux, mais à la fin, il va quand même m'en préférer un. Tout à fait. Alors, en fait, peut-être tout simplement que la définition du scientifique qu'on va retenir, elle viendra juste de la définition du non-scientifique qu'on va retenir, selon moi. Hein, parce que dès lors qu'on a donné peut-être plusieurs définitions du scientifique, il faut qu'on essaye maintenant de donner une définition de ce qu'est un non-scientifique. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus délicat maintenant. Donc, voilà. Moi, si je devais donner une définition, encore une fois, je la prendrais strictement par opposition à ce qui est purement un scientifique tel que je l'ai défini, c'est-à-dire quelqu'un qui n'exerce pas la science à titre professionnel. Donc, en fait, à part la communauté des chercheurs, publics comme privés, tout le reste,
et à ce moment-là considéré comme non scientifique, j'ai envie de dire. Et attention, là, on parle bien de scientifique dans le sens de profession. Parce qu'on peut se dire scientifique, par exemple, moi, je peux me dire scientifique dans le sens que je m'intéresse aux sciences, que je vulgarise de la science, que j'ai un esprit scientifique, tout cela. Évidemment, tout ceci est très personnel, mais je pense qu'on est d'accord pour se dire que là, c'est plus dans le sens de profession. Mais comme le disait… Attends, j'ai pas fini. Mais si on reste bien sur le sens de c'est une sorte d'état d'esprit, à ce moment-là, donc si ça c'est scientifique, le non scientifique est une personne qui s'en fout totalement. Et là, attention, on va ouvrir sur un sujet qui est encore bien plus vaste. Oui, je sais, c'est un peu vague ce que je dis, mais… On peut être passionné de science et ne pas l'exercer à titre professionnel. Non, quand je dis on s'en fout, c'est quelqu'un qui, vraiment, tout ce qui est scientifique, il aime pas. Voilà, je suis quasiment sûr que ça n'existe pas, hein. Enfin, j'ose espérer, mais voilà. Mais si on fait, comme tu le dis, dans le sens inverse, de partir pour trouver la définition de scientifique de celle de non scientifique, il faut faire attention avec ça. Mais de toute façon, je pense que ça va se clarifier avec le temps. Il y a des écueils aussi dans la définition que je donne, c'est-à-dire que malheureusement, je vais me mettre à dos tous les étudiants en sciences. Ah oui. Qui n'exercent pas la science à titre professionnel, mais qui sont quand même plongés quotidiennement dedans, puisque ce sont leurs domaines d'études. Donc, à savoir, par exemple, un doctorant qui n'exerce pas, on va dire partiellement la science à titre professionnel, mais une bonne partie de la formation de doctorant, ce sont des études aussi. Est-ce que c'est un scientifique? Ce n'en est pas un. Voilà. C'est un peu pour ça que moi je suis pas fan de la définition de la professionnalisation, parce que c'est fait du fait de toucher un salaire comme s'il y avait un changement ontologique qui se faisait grâce à une fiche de paye, parce qu'au final c'est un peu de ça dont on parle. Et moi j'aurais plutôt tendance à j'aurais plutôt une préférence pour définir les scientifiques comme étant des personnes qui simplement utilisent des informations provenant de la démarche scientifique et de la communauté scientifique, c'est-à-dire autant les chercheurs que les étudiants, que le passionné qui va simplement prendre le temps d'aller sur Google Scholar avant de faire, je sais pas, un achat important de je ne sais quoi, etc. Parce que il va essayer d'utiliser justement sa réflexion au sens scientifique du terme, par opposition à quelqu'un qui va se contenter d'écouter juste comment il ressent les choses dans son fort intérieur. Voilà. Moi, j'aurais une définition un peu plus élargie de la chose. Ouais. Justement parce que je trouve qu'elle a l'avantage d'éviter cet effet de seuil lié à la fiche de paye que je trouve un petit peu absurde, alors que voilà. Alors j'ai mentionné la fiche de paye parce que je parlais d'activité professionnelle. Après voilà, il faut savoir que la communauté scientifique en elle-même, elle est assez, comment dire, comme je disais, hein, il y a un certain prosélytisme dedans, c'est-à-dire que par exemple on ne peut pas publier de publications scientifiques sans être affilié à une institution de la recherche. Alors, est-ce que parce que c'est ça aussi, hein, finalement, participer à l'élaboration du corpus de connaissances aussi public, et ça passe par de la publication scientifique. Donc, est-ce que quelqu'un qui ne publie pas reste un scientifique quand même? Voilà, je pense que la définition, elle est quand même très compliquée. Voilà. Justement, comme elle est compliquée, je propose pour l'instant, parce que je vois le temps filer aussi, on a bien cerné l'idée générale et relativement précise de la notion d'un scientifique. Et donc, on va peut-être, parce que certains tout de même s'interrogeaient sur quel était le point justement, le nœud de ce débat, qui est pourquoi est-ce que la science serait une croyance? Parce que c'est vrai que ça peut interpeller, hein, tout de même. Donc, vous avez déjà une idée, ou sinon je… Moi, j'ai déjà fait une longue vidéo là-dessus qui s'appelle justement La tâche aveugle de la zététique, dans lequel justement j'explique et je cite pas mal d'auteurs qui donnent des arguments pour ça. En fait, le problème, c'est que le mot croyance, il est polysémique déjà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a croyant. Alors, là encore, on retrouve la conscience utilisée en ouverture, la conscience utilisée en fermeture. C'est-à-dire, je me permets de développer un petit peu. Si on est dans quelque chose de très, très, très dualiste, c'est-à-dire une conscience utilisée en fermeture, il va y avoir un soi et un l'autre.
C'est-à-dire qu'il va y avoir un endogroupe, un exogroupe, il y a ce qui est comme moi et ce qui est comme l'autre. C'est-à-dire pour ça qu'on se ferme. Quand on n'est que dans un univers de bisounours, tout est bien, on ouvre, on est bien. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un antagonisme. Il y a le scientifique, le non scientifique, mais qui est vécu comme moi et non moi, quelque chose d'extérieur à moi, etc. Du coup, la science, quand le cerveau prend le problème de cette façon, il va opposer les choses. Il va opposer science, c'est pas croyance. Croyance, c'est pas science. Il va faire deux catégories étanches avec A et non A et il va exclure les deux. Ça, c'est une première façon de poser la problématique. Ouais. C'est le paradigme scientifique. Je vais dire zététique parce que comme on a vu que science c'était compliqué, je vais faire une pirouette pour simplifier le propos. C'est le paradigme, en tout cas zététique standard, qui va être vraiment de considérer ça comme ça. C'est valable, ça a une logique interne, ce que moi j'appelle le paradigme rationnel plafonné. C'est rationnellement correct. Ok, au niveau de l'idéologie rationnelle, c'est pas de problème. Une autre façon de voir les choses, c'est d'utiliser le cerveau en ouverture, et à partir de là, on va se rendre compte qu'il n'y a pas forcément d'opposition ontologique entre science et croyance. On va sortir d'un modèle dualiste et on va se rendre compte, conformément, et ça c'est ça qui est ironique, ce que je dis dans la vidéo, aux travaux de gens comme Damasio, où on va se rendre compte que derrière toute connaissance rationnelle, il y a systématiquement de l'émotion et l'usage du système limbique en fait en clair de croyance. C'est-à-dire que toute connaissance s'appuie sur des croyances, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné, on décide d'avoir foi en la méthode scientifique, donc on a foi. Et ces deux méthodes, je termine là-dessus, ces deux points de vue ne sont absolument pas antinomiques, et au contraire, c'est un modèle unifié en fait des différents points de vue. Voilà. Eh bien, tu as parfaitement clarifié la question. C'est fantastique. Ce que je trouve dramatique, par contre, c'est quand on a accès qu'à un des deux points de vue, parce que fatalement, l'autre est un con, etc. Ah oui, évidemment. Là, c'est un gros problème, mais c'est une autre question. Oui. Alors, il y a aussi cette question, elle se pose, aurais-je envie de dire, parce que finalement, ce qu'on considère. Alors, moi, j'évite d'utiliser en fait l'appellation non scientifique. J'aime bien utiliser l'appellation grand public. Je préfère aussi. Oui, ça vous va si on fait comme ça? Non. Enfin, non. Moi, okay. Parce que je préfère utiliser l'appellation grand public. Il y a la question, en fait, le sujet de cela, il se pose aussi parce que, il faut bien l'avouer, la grande majorité du grand public ne sait pas comment se construit la science et n'a pas conscience de la méthodologie et de la rigueur dans la méthodologie scientifique. Ce que je dirais. Souvent, on entend, par exemple, oui, mais si tel scientifique a sorti une idée, moi aussi, je suis capable de le faire. Alors, il y a aussi dedans, dans cette problématique, des problèmes de définition, à commencer par des définitions d'hypothèses, de théories. Ça part un peu dans tous les sens. Et je crois qu'on ne peut pas tellement en vouloir, en tout cas, pour une partie au grand public, de faire des amalgames dedans. Il y a une question de vocabulaire, en sens que le vocabulaire est extrêmement important, il est extrêmement rigoureux. Une théorie, c'est pas une hypothèse c'est pas une théorie. Et je crois qu'il y a déjà aussi un problème qui se pose sur la base de mots, de termes qui sont mal compris par les gens. Donc, il y a aussi, je pense, un effort à faire de ce côté-là, à la fois des scientifiques. On en parlera peut-être un petit peu après parce qu'il y a des directives qui ont été données sur la simplification de la science, mais à la fois aussi une partie du grand public. Et à mon avis, c'est un peu l'effort que chacun doit déployer de se documenter et de un peu maîtriser le vocabulaire qui correspond à une discipline particulière. Et je pense intimement qu'une partie du débat se positionne ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il y a une vraie question d'incompréhension et en tout cas de mauvaise définition, de mauvaise maîtrise des définitions de certains termes. C'est ce que je disais dans une vidéo récente, c'est qu'effectivement, quand on est face à des idées qui demandent toute une formation pour les appréhender, et aux yeux du grand public, la science demande ce niveau d'abstraction, on peut faire l'effort de se, entre guillemets, hisser au niveau des idées, ou alors on peut ramener les idées à son niveau, et donc on va les simplifier, et effectivement, il y a des centaines de gens qui font de la science une religion, avec leurs prêtres, avec leurs rituels, et qui ne comprennent pas la différence ontologique entre les deux approches, c'est évident. Mais oui, il y a un travail d'information à faire, et aussi, en même temps, c'est difficile d'informer les gens, entre guillemets, contre leur gré. Enfin, si je dis contre leur gré, je ne postule pas la mauvaise volonté de qui que ce soit, évidemment. Mais enfin, j'imagine bien que quelqu'un qui travaille 12 heures par jour, parce qu'il fait 2 boulots, etc., il n'a pas forcément la disponibilité cognitive, alors qu'il a 3 gosses à nourrir, de faire ce travail-là. Enfin, en tout cas, moi, je comprends. Oui, c'est clair. Mais moi, j'ai vu, en tout cas, mais je pense que tout le monde qui a un jour essayé de débattre
avec des gens peut-être un petit peu moins informés, qu'il y a vraiment un problème qui se ressent dans la façon d'appréhender certains concepts scientifiques. Et moi, je suis vraiment attaché à la méthodologie scientifique. Ça doit être le cas aussi pour toi, hein, Sébastien, avec la zététique, hein, parce que c'est aussi toute la substance de la zététique. C'est-à-dire qu'à un moment, la méthodologie scientifique, elle permet à un endroit de la procédure de rationaliser la science. C'est-à-dire, et c'est là, je crois, qu'on commence un peu à avoir peut-être on va dire un débranchement entre la croyance, qui repose effectivement sur, on va dire, des concepts, des notions auxquelles on adhère, on va dire, soit de manière intuitive, soit sans avoir nécessairement le background derrière pour un background concret derrière pour y adhérer, et la science qui demande une méthodologie particulière pour pouvoir adhérer, ou en tout cas pour pouvoir commencer à développer un concept, que ce soit une théorie, un modèle. Donc voilà, je crois qu'on a vraiment un débranchement ici concernant la méthodologie. Donc, parce que tout à l'heure, je disais que le mot croyance était polysémique et qu'en fait, toute la problématique ne venait simplement que du fait que ces deux sens étaient amalgamés en un seul. Et qu'à partir du moment où on pose ça, mais la problématique se dissout d'elle-même. En fait, il n'y a pas de polémique à avoir là-dessus. Simplement, nous utilisons, que ce soit les personnes qui croient en l'homéopathie ou les personnes qui croient en la science, nous utilisons notre système analytique pour croire. Et ça, c'est scientifiquement démontré. Enfin, je veux dire, le débat est assez restreint, quoi, à cet endroit-là. Donc, bon, voilà. Mais c'est tout à fait vrai, hein, ce que tu dis, parce que je parle d'un domaine que je connais, mais je crois que c'est aussi le domaine des sciences où la croyance est le plus important, la physique théorique, par exemple, où il est rare, très rare, qu'un physicien se lance, continue de développer une théorie, alors même que la technologie stagne. C'est le cas pour nos théories de la gravité quantique, par exemple, pour le moment où il est impossible de les confirmer expérimentalement. S'il n'y a pas un minimum de croyance derrière en la théorie qu'on poursuit, je pense qu'il y aurait énormément de cordistes qui auraient déjà abandonné, par exemple. Là, tu soulèves un point important, c'est que la question, du coup, ne se pose plus que pour les non-scientifiques. C'est pour tous ceux qui font de la théorie pure. À un moment, il y a cette croyance qui intervient. Nous, ce sont des espoirs qui sont peut-être au final totalement infondés, mais ça, on n'a pas moyen de le savoir. En fait, on est dans des systèmes qui permettent de diminuer l'angoisse, de diminuer la peur. Et alors, la religion en était une, la science en est une autre. Alors, elles ne sont pas pour autant à mettre sur le même plan d'un certain point de vue, et elles sont parfaitement sur le même plan d'un autre point de vue. Justement, tout dépend de quel point de vue on se place là-dessus. Et pas contradictoires aussi, hein, parce que. Pardon. Et elles ne sont pas contradictoires, parce que j'en vois venir qui. Contradictoires, en effet. Et voilà, et à partir de là, effectivement, moi, ce que j'observe, c'est on a toute une frange de la population scientifique qui est très consciente de ça et qui, du coup, ne se pose absolument pas la question dans ces termes d'opposition qui, à mon sens, je trouve un peu stérile, mais en tout cas, voilà, qui dit, bah oui, la science, c'est la science, il y a des limites, il y a un machin et qui, en fait, qui sont simplement au clair épistémologiquement, en fait, tout simplement. Et puis, il y a un certain nombre de nouveaux convertis à la science qui, en général, justement, ont des effets psychologiques bien connus, qui est quand on abandonne un dogme pour un autre, on dit, ah, le nouveau, il est vachement bien, et qui font du zèle, et où ça les empêche d'avoir du recul. Moi, c'était à l'attention de ces gens-là que j'avais fait la vidéo sur la tâche aveugle de la zététique, histoire de dire, hé, les gars, on descendait un petit peu. Enfin, je veux dire, vous avez remplacé une idole par une autre qui est, allez, je vous l'accorde, qui est peut-être un peu plus performante. Si, peut-être, si, quand même. Mais un peu, pas beaucoup, juste un peu. Et voilà, il y a ce phénomène, parce que derrière, il y a ce que j'appelle un vide de soi, c'est-à-dire c'est cette espèce d'angoisse face au monde. Et c'est, en fait, pour moi, ça renvoie aux différentes motivations pour faire de la science. C'est-à-dire qu'on a une motivation consciente et on a des motivations émotionnelles, psychologiques inconscientes. Et si les motivations psychologiques inconscientes, c'est de se rassurer face à un réel qui fait peur, et ben, une des façons les plus rassurantes de se rassurer le mieux, c'est encore de pointer du doigt le groupe d'en face et de dire, vous êtes des idiots, nous, on a tout compris, et là, on est du bon côté, etc., comme font tous les ados quand ils sont... ou alors quand ils sont punk anarchistes, ou quand ils sont skinheads, enfin vous savez, tous ces trucs qu'on fait à 18 ans, histoire d'être dans le bon côté, etc. C'est une version à peine upgradée de ça, elle est pour adultes, on va dire. C'est vrai. Mais on est loin de la science, avec un grand S, la science, dans tout ce qu'elle a de plus noble, à mon avis. Oui, c'est vrai, mais et je rebondirai sur ça en disant que finalement, Adrien a raison, c'est-à-dire qu'on est parti du principe large que
l'opposition se faisait nécessairement entre le grand public et les scientifiques, mais il y a un véritable système de croyance chez les scientifiques et ça se retrouve à plusieurs niveaux. Le premier, qui saute généralement aux yeux, c'est qu'il y a certains domaines de la science qui sont complètement verrouillés par les grands pontes de la science. Pas nécessairement parce que il y a tout un tas de publications derrière qui ont raison, mais parce que pour eux, il y a l'intime croyance que leur modèle ou la théorie qu'ils ont développée est la bonne. Et c'est malheureux puisque ce genre de domaines sont complètement verrouillés, aurais-je envie de dire, politiquement. Ça ne laisse pas de place aux jeunes chercheurs ou aux nouvelles idées de venir faire un peu le ménage dans tout ça. Donc on a déjà un premier problème ici. Et quand je parle de grands ponts, je parle de gens comme Stephen Hawking, comme d'autres grands physiciens, comme Edward Witten, comme Carl Rovelli aussi. Enfin voilà, c'est des gens qui sont très intelligents. Et encore une fois, c'est polysémique aussi, l'intelligence. Mais en tout cas, ce sont des physiciens très compétents. On ne peut pas leur enlever, mais qui ont, on va dire, à venir verrouiller leur domaine parce qu'encore une fois, ils sont intimement convaincus que la marche à suivre est celle qu'ils ont initiée. Donc, on a déjà aussi un premier problème là-dedans, si on peut appeler ça un problème, mais j'aurais envie de dire aussi que la croyance dans le milieu scientifique n'est pas uniquement un obstacle. Et pour ça, je reviendrai à ce que je disais. Je disais que s'il n'y avait pas des physiciens qui croyaient en leurs idées, eh bien, il y aurait de nombreuses choses qui n'auraient pas été développées aujourd'hui. Et je trouve ça bien, à mon avis, je trouve ça même sain qu'il y ait des physiciens qui continuent de croire et de développer des théories alors que la technologie ne leur permet pas de savoir s'ils font bonne route. Tout simplement parce que si ils ne s'acharnaient pas à poursuivre un peu leur quête de la vérité, aurais-je envie de dire, eh bien, la physique théorique, ce sera un tableau blanc avec rien écrit dessus. Absolument. Et ça nous l'a été démontré dans l'histoire. Hein. On a vu des scientifiques qui ont abordé des idées, des théories et qui n'ont pas pu être validées ou invalidées ou juste oubliées pendant des siècles et que puis les 2 derniers siècles, la technologie est devenue suffisante pour le faire et on a pu des théories ont pu réapparaître comme ça. Bon, on en a un très bon exemple avec le boson de Higgs, j'ai envie de Oui. dire, hein, prédit il y a 50 ans. 60 ans. Quand Higgs a publié ses premiers papiers, on l'a un peu traité, lui a dit mais non, c'est pas comme ça que les particules acquièrent leur masse, c'est n'importe quoi et tout. 50 ans après, on le met en évidence au LHC. Donc, c'est pour ça que, enfin, moi personnellement, je trouve absolument dramatique, et vraiment dramatique. Je vais aussi faire une vidéo là-dessus bientôt, mais je trouve dramatique la mainmise qui est mise sur la science par les universités. Je trouve qu'il y a une espèce de monopole que je trouve absolument dramatique parce que justement se rejoue alors tout ce qui est largement étudié par la psychologie sociale, la biologie, recherche de dominance, enfin ce que tu disais tout à l'heure sur les pontes, etc., qui font leur mal dominant et qui verrouillent les petits jeunes qui montent. Enfin, c'est de l'éthologie de base, quoi. Et c'est effectivement absolument tragique. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que j'ai pu vivre ce que tu disais dans ma chair. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, moi, de rencontrer quelqu'un qui était un de mes mentors en psychothérapie et en psychologie, qui est un vieux monsieur là, qui a déjà un pied dans le cercueil malheureusement, mais qui, en même temps, c'est un certain âge, hein, voilà, mais qui dans les années 70 déjà avait eu l'intuition sur l'importance du travail émotionnel, qui aujourd'hui, ok, tous les psychologues aujourd'hui disent oui, les émotions c'est fondamental, mais dans les années 70, les émotions c'était le truc qu'il fallait refouler, quoi. Enfin, c'était totalement tabou et qui a pas lâché et qui a fait sa route tout seul. Pendant 40 ans, il a fait sa route tout seul. Et au final, il a dit oui. Et c'est pour ça qu'une des choses que je trouve tragique, c'est justement quand, dans les notions de communauté scientifique, se rejoue la pression sociale avec justement la notion de bouc émissaire, où dès qu'il y a une voix un petit peu trop divergente, les gens pointent du doigt, font ouh, quand c'est pas les pressions pour avoir des diplômes, etc. Dans le cadre de la préparation de la vidéo que je vais faire sur l'université, je suis en contact avec plusieurs enseignants en université, des doctorants ou simplement des gens qui subissent cette pression, qui la voient et qui disent mais qu'est-ce qu'on peut faire, parce que le poids de l'institution est tellement fort que c'est gigantesque. Et personnellement, je pense qu'il serait question d'essayer de créer de véritables contre-pouvoirs à l'hégémonie universitaire, notamment via Internet maintenant qu'on peut
faire. Et de toute façon, comme le grand intérêt de la science, c'est qu'on peut refaire les expériences et que c'est censé donner plus ou moins les mêmes résultats, aujourd'hui, avec Internet, si on arrive à libérer la science de l'université, je pense qu'on a quelque chose vraiment à faire pour le millénaire qui arrive. Oui, c'est ça. Et justement, si justement on enlevait complètement ce monopole des universités et des institutions, on arriverait à un problème qu'on connaît déjà depuis longtemps, mais qui est tout de même faible, faut le dire, qui est qu'il y en a qui commencent à vous sortir des théories farfelues. Je veux dire, on va une bien connue, ça va être par exemple la spiritualité quantique. Ça ne veut strictement rien dire, mais il y a, croyez-moi, des centaines de personnes qui y sont adeptes. Quand tu dis que ça veut rien dire, est-ce que tu as essayé de te connecter aux gens qui employaient ce mot jusqu'au bout, ou est-ce que… Alors, je suis pas allé jusqu'au bout parce que honnêtement, mes yeux ont failli sortir de leur orbite là. Mais est-ce que tu veux dire que toi… Mais j'y ai regardé, mais en fait, ils ont appris des termes complexes, des idées générales, et ils pensent en fait que ce qui est applicable au niveau atomique et subatomique est applicable à l'esprit humain. Donc déjà, on n'est même pas dans des domaines d'application qui sont semblables, c'est complètement différent. Donc, d'un certain point de vue, on pourrait leur donner raison, et il y a certaines études qui vont dans ce sens-là, mais ça leur donne raison dans le sens où l'idée est là. Mais ce qui se trouve vraiment derrière est complètement différent. Par exemple, quand certains disent que l'esprit humain est quantique, ça n'est bon dans le sens que si on fait l'analogie avec un ordinateur quantique qui est capable de faire des calculs en parallèle. C'est ce que fait notre cerveau, il fait plein de choses en parallèle. Voilà, c'est juste ça. Et il y en a tout de suite qui vont vous dire « Ah oui, l'esprit est capable de se trouver à deux endroits en même temps, mort, vivant à la fois. » Bon, tout ça, on sait très bien que c'est faux, on peut le démontrer. Donc, voilà. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que moi, de ma connaissance, en épistémologie, on ne peut pas démontrer qu'une chose est fausse. Donc là, je ne sais pas comment tu le fais pour démontrer que c'est faux, mais on le démontre en tant que c'est faux que c'est absurde en fait. Ça fait pas sens pour toi. Mais entre comment tu passes de ça fait pas sens pour moi et moi je comprends pas et moi ça non j'ai envie justement de me mettre en mode entonnoir, en mode non ça je veux pas le prendre, ce qui est ton droit le plus absolu. Mais la question c'est comment tu passes de ce constat au niveau de tes croyances à une théorie générale. En fait, on ne démontre pas que c'est faux, on montre juste qu'à un moment, en fait, ce n'est pas cohérent et qu'il faut revoir l'approche. En fait, c'est un problème de logique de la théorie. C'est juste ça. Donc, ces gens-là ne sont pas méchants et n'ont en soi pas tort. C'est juste que, par exemple, comme tout à l'heure tu le disais avec les deux sens de la croyance et de la méthodologie scientifique, eux, ils sont bornés d'un seul côté. Ils ne veulent pas voir l'autre. C'est ça. Thomas, tu voulais intervenir? Oui. Je disais, après, on n'est pas obligé d'aller aussi loin que la spiritualité quantique. Hein. Oui, et là, je prenais un extrême. Les platistes, par exemple. Oui, les platistes aussi. Bon. Non, mais voilà, je veux dire, il y a tout un, c'est vrai qu'il y a tout un ensemble encore une fois, on va dire, de croyances qui, pour certaines personnes, paraissent complètement absurdes, mais qui, pour d'autres, font vraiment, et tous les platistes ne sont pas des trolls. Donc, non, il y en a même qui sont très sérieux. Si je peux me permettre, là, j'ai un peu de temps, je peux prendre 5 minutes pour développer une idée un peu complexe. Vas-y. Ouais. En ce moment, je travaille sur le travail d'un anthropologue qui s'appelle Bruno Latour, dont je reparlerai aussi dans une vidéo qui vient, où il dit, je vais essayer de faire très vite, il dit, au départ, on avait des idées pures, des grandes catégories platoniciennes, etc., ce qu'on a essayé de faire en début de vidéo. Au fur et à mesure, l'histoire de la connaissance humaine nous montre qu'on rajoute de plus en plus de systémistes. C'est-à-dire qu'au départ, on pensait que les choses étaient des grandes catégories, puis en fait, on se rend compte que c'est que des systèmes qui interagissent entre eux, etc., etc. Et on arrive à un niveau où ça devient de plus en plus risible de penser en termes de grandes catégories, parce qu'en fait, toute l'histoire de la connaissance, ça a été d'aller des grandes catégories vers le système. Et aujourd'hui, quasiment tout est systémique. Ou en tout cas, ça passe pas bien le rasoir d'Occam quand on arrive avec son idée pure, alors qu'on a déjà plein d'éléments qui montrent des modèles systémiques. Bon, là, j'enfonce des portes ouvertes. Okay. Ce qui m'a intéressé dans le travail de Latour, c'est qu'il nous montre comment ce mode de pensée, on va dire rationnel,
joue sur deux tableaux. C'est-à-dire qu'au niveau épistémologie, ça a l'air rigoureux, mais ça l'est pas tant que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand quelqu'un dit, voilà, moi j'explique le monde avec des grandes catégories pures, alors le paradigme rationaliste va dire, oui, mais non, on peut l'expliquer mieux que ça. En gros, comprends le rasoir d'Occam et tu reviendras parler après. Jusqu'à là, c'est assez classique. Mais que dans le même temps, ce même modèle rationnel j'essaie de faire très… ce même modèle rationnel va essayer de porter au nu un certain nombre de valeurs, d'individualisme et de comment dirais-je, il va considérer que l'être humain peut s'autodéterminer dans une certaine mesure à partir du moment où il comprend les lois de la nature. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un rejet de la soumission, d'une soumission à un ordre absolu, etc. Mais d'un autre côté, c'est assez complexe comme idée. Là, je suis très mécontent de comment j'arrive à vulgariser. C'est pas grave. Mais il en arrive en fait. Voilà, c'est ça. Je vais arriver. Au départ, il y a des catégories pures, et plus ça va, plus on crée des hybrides. Des hybrides, c'est-à-dire qu'on fait des grandes catégories, ouais, mais ça rentre jamais bien dans les cases. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait au début de la discussion quand il disait qu'il y a des scientifiques, ouais, mais les étudiants, typiquement l'étudiant en psycho que disait Thomas, c'est un hybride. C'est oui, mais il est pas tout à fait. À la fin, on n'a que des hybrides. Et on a tellement que des hybrides que les grandes catégories pures, on littéralement volent en éclats. Parce que tant qu'on en a juste une ou deux, on peut dire, ouais, c'est des exceptions, ça va. On peut marchander. Au bout d'un moment, là, on n'a plus que des catégories pures quasiment en génétique. On sait plus. Avec l'épigénétique, c'est le bordel, etc. Oui, mais ça dépend. Et du coup, on en arrive en fait à une espèce de logique tellement ad hoc que n'importe quel discours finit par devenir sa propre justification, puisqu'on ne peut plus penser en catégorie. Ouais. Un exemple tout simple pour comprendre l'idée, c'est où est-ce qu'on fait la différence entre un tas de sable ou de grains de riz et le grain de riz. Voilà. Est-ce que on est d'accord qu'un tas de grains de riz, c'est plein de grains de riz les uns sur les autres. On enlève un grain de riz, c'est toujours un tas de riz. On enlève un autre, voilà. Et puis à un moment, on va se retrouver avec 3 grains de riz. On va se dire, mais c'est plus un tas. Pourtant, la définition n'a pas changé. Voilà. Donc, soit on admet que tout est d'une certaine façon continu, ou alors, et c'est ce qu'on a fait en science parce qu'au bout d'un moment, ça devient le bordel, on dit, bon, alors volontairement, on met une limite là. C'est complètement arbitraire, mais voilà, sinon on s'en sort pas. Mais il faut rester conscient que là, ça a beau être une frontière, elle est tout de même assez floue. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, Sébastien, qu'en science, surtout, on a initialement, quand la science a commencé à se construire, on a beaucoup catégorisé. Et en fait, on se rend compte, mais la technologie nous y aide beaucoup aussi, que finalement, il n'y a pas tellement plus de catégories que ça. En fait, il n'y a vraiment que des interconnexions. Je parle aussi, alors ça doit être vrai pour les autres domaines, hein, mais moi je parle de la physique en général parce que bon, c'est ce que je maîtrise le plus. Au départ, on a dit, bah tiens, les étoiles, c'est de l'astrophysique, point barre. Et puis en fait, on s'est rendu compte que dedans, il y avait de l'optique, de la physique des plasmas, de la physique nucléaire, de la physique des particules. Finalement, on ne peut pas étudier une étoile sans faire appel à au moins une demi-douzaine de branches de la physique. Donc finalement, on a plus tellement de catégories. Hein. Qui elles-mêmes font appel à d'autres branches de la physique. Hein. Donc là, c'est intéressant parce qu'on retrouve justement quelle va être l'attitude de l'observateur, du chercheur par rapport à tous ces constats-là, avec le grain de riz, le bateau de Thésée qu'on retrouve en philosophie. Est-ce qu'il va absolument vouloir garder son fonctionnement cognitif préféré en entonnoir? Et dans ce cas-là, il va faire exactement ce que tu dis, Adrien. Il va dire, on va fixer des limites arbitraires parce que sinon, je dois changer de mode cognitif et j'ai pas envie. Parce qu'en fait, c'est ça qui se joue. Parce que la science en elle-même arrive à pousser l'individu à sortir d'elle-même. C'est ce que j'appelle le transrationnel. C'est-à-dire qu'il y a le pré-rationnel avec les gens qui n'ont pas d'éducation et qui suivent le premier bonimenteur venu, le rationnel où on fait le tri. Et après, justement, il y a une ouverture sur le transrationnel. Et c'est donc, est-ce que je vois énormément de scientifiques et de gens super intelligents, mais qui refusent de lâcher ce fonctionnement en entonnoir et qui, du coup, se remettent des barrières là-dessus. Ou alors, on peut ouvrir à ce moment-là, mais ouvrir
ça ne veut pas dire revenir au pré-rationnel où je crois encore que 3 grammes de sucre vont me guérir mon cancer. C'est pas ça le transrationnel. Et ça, j'ai remarqué, et je le vois beaucoup dans les différents commentaires sous la vidéo de la tâche aveugle, la zététique, j'ai beaucoup vu beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça parce qu'ils refusent de lâcher, ou en tout cas ils refusent, ils n'arrivent pas cognitivement, etc. Je ne veux pas personnaliser ce truc, mais à lâcher ce mode de fonctionnement, qui pour moi est la principale objection, la principale limite pour appréhender les choses avec beaucoup de hauteur de vue. Oui, c'est vrai, mais chez les scientifiques, enfin, pas chez tous, mais chez la plupart, on va dire, des grands noms, il y a un véritable, une véritable difficulté à admettre ses propres limites aussi. C'est-à-dire que à un moment, lorsqu'une théorie va nécessiter un travail collectif, pour soit faire appel à des collègues du même laboratoire, soit faire appel à d'autres équipes qui ont des compétences différentes mais nécessaires à l'élaboration de la théorie, déjà, il va y avoir un frein ici. C'est-à-dire, je ne veux pas admettre que j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Il y a aussi, je pense, alors il y a effectivement tout l'aspect que vient de développer Sébastien. Je pense qu'à l'intérieur, en interne, il y a aussi un facteur humain, un gros facteur psychologique humain qui dit j'ai du mal à admettre mes propres contraintes de connaissances et mes propres contraintes de compétences. Et c'est pour ça, histoire véridique, c'est pour ça qu'il y a des scientifiques qui mettent les barrières dont tu parlais, Adrien, parce que si je mets une barrière, ça veut dire que tout ce qui est compris dans cette barrière, c'est moi le maître dedans. C'est-à-dire que je suis capable de tout faire à l'intérieur de cette barrière. Et ce qu'il y a à l'extérieur de cette barrière n'existe pas pour moi. Donc, je n'ai besoin de personne d'autre pour traiter ce qu'il y a à l'intérieur de cette barrière. Et il y a beaucoup de grands noms qui font ça, et c'est un problème puisqu'ils stagnent. Voilà. Ils snackent parce qu'ils sont les maîtres dans leur petit enclos et tout. Ça me rappelle cette histoire de sagesse sur le, je sais pas si vous les connaissez, sur la grenouille et le puits. Je sais pas si vous la connaissez, mais c'est la grenouille qui est en dessous dans son puits. Il y a une autre grenouille qui arrive au-dessus du puits, il fait et l'autre dit genre viens on va voir la mer. L'autre fait qu'est-ce que c'est la mer? C'est une grande étendue d'eau, genre grande comme la moitié de mon puits. Non plus grande, grand comme tout mon puits. Non plus grand. Et effectivement, je trouve ça absolument tragique, complètement tragique. Et c'est ce qu'on appelle en psychologie de la toute puissance. Et c'est pour ça que pour accéder au transrationnel, eh ben, on ne peut pas faire l'économie pour penser le monde transrationnellement d'une investigation la plus honnête possible sur ses motivations émotionnelles. Et ça, pour des gens qui s'identifient à leur mental et à leur capacité de penser dans le sens cartésien, cartésien grand public du terme, eh ben, ça demande un changement de paradigme complet et malheureusement, je vois que tout le monde n'arrive pas à le faire. J'essaie d'aider des gens à le faire, mais c'est pas simple parce qu'on ne peut pas boire un âne qui n'a pas soif. Ouais. Alors, je tire juste le grappin tout de même parce que je sens qu'on est en train de filer du sujet principal. Recadre. Désolé. Donc, c'est juste pour en revenir à la croyance. Donc, pour résumer, donc on a vu qu'il y avait la croyance en la science ne se limite pas que la différence entre scientifique, qui d'ailleurs on a vu que c'était déjà assez flou comme ça, et non scientifique, qui du coup est tout aussi flou, qu'il y a aussi au sein de ce qu'on pourrait appeler les scientifiques. Et donc tu avais parfaitement au début exprimé l'idée de pourquoi est-ce que la science pourrait être une sorte de croyance pour certains. Donc j'aimerais juste revenir là-dessus, justement, pourquoi est-ce que ça serait ou non une croyance dans le sens où si moi, on m'apprend par exemple en classe que un atome s'est constitué d'un noyau atomique composé de protons et de neutrons et qu'il y a des électrons qui orbitent autour de différentes façons. Ça, moi, en tant qu'élève, je le crois. Mais je pense que c'est vrai parce qu'il y a eu des expériences, il y a des arguments d'autorité aussi. Voilà. Je n'ai jamais fait une démarche scientifique pour l'observer. Voilà. Donc, il y a la différence de je pense que c'est vrai et la certitude de savoir que c'est vrai. Donc, est-ce que là, on pourrait alors, que la certitude de savoir que c'est vrai, est-ce qu'on pourrait aussi l'assimiler à cette croyance ou pas? En fait, c'est surtout cette idée qui dérangeait certaines personnes au début. Alors moi, pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai envie de dire que
quand le grand public, encore une fois, je vais parler du grand public, Oui, construit absolument. son corpus de connaissances en sciences, mais je vais aussi y assimiler l'étudiant, en tout cas jusqu'à un certain niveau Oui. d'études. J'assimile les deux. Quand il construit son corpus de connaissances, il le fait moins par, je veux dire, par validation scientifique que par l'autorité qui lui délivre la connaissance. C'est-à-dire que un étudiant, tu lui fais bien quand tu es au collège et qu'on t'apprend que, ou au lycée, et qu'on t'apprend que un noyau atomique, c'est un atome, des protons et des neutrons. Est-ce que, pour t'en assurer, tu vas lire la publication scientifique, celle qu'a écrite Fermi, par exemple, qui est la publication technique scientifique qui t'explique qu'il y a des protons et des neutrons? Non, tu le considères comme vrai parce que ton professeur te l'explique. Et ton professeur, s'il te l'explique, c'est qu'il doit être compétent pour te l'expliquer. Donc tu vas le prendre, tu vas le prendre pour acquis. C'est la même démarche que fait le grand public. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui sort de l'université d'Oxford, d'Harvard, du MIT, avec des noms qui peuvent être connus ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a un argument d'autorité derrière. C'est-à-dire que très peu du grand public va aller lire la publication scientifique, qui est à la base du communiqué de presse, par exemple. Parce que, et disons-le, les publications scientifiques, elles sont en règle générale indigestes, surtout en physique, enfin, dans les domaines de la science, dans ce genre de domaine-là. Donc ça se fait beaucoup. Cette construction du corpus de connaissances se fait beaucoup par l'autorité qui te la délivre. Si je te dis qu'il y a une nouvelle théorie du tout, enfin une nouvelle théorie sur la physique des particules qui a été donnée par Monsieur Dupont sur Facebook, tu vas dire non mais n'importe quoi. Si je te donne le même article qui est un communiqué de presse du Royal College de Londres, par exemple, avec 50 physiciens derrière, est-ce que tu vas pas accorder plus de crédit à cette article que sur le post Facebook de M. Dupont? Je crois que oui. Sans se mentir, je pense que pour la majorité du grand public, c'est le cas. Je crois que vraiment à ce niveau-là, si on peut parler de croyance, il faut vraiment intégrer le fait que l'autorité qui délivre la connaissance qu'on prend pour acquise joue un rôle extrêmement important. Avant d'être capable d'aller discriminer soi-même, on va dire, la véracité de l'information ou non. Mais encore une fois, et comme le disait Sébastien, à ce moment-là, ça demande un niveau d'étude suffisant pour être capable d'aller appréhender soi-même les concepts qu'on nous donne et de les juger à l'aune de nos propres connaissances. Et qui, au bout d'un moment, doivent nécessairement être techniques pour pouvoir le faire. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, pour moi, le rôle de l'autorité alors, est extrêmement justement, Arnaud fait une bonne remarque. Alors, je vous lis son commentaire. Donc, d'un point de vue cartésien, il n'est même pas possible de prouver que la réalité existe. On est forcément obligé d'accepter certaines croyances pour bâtir une pensée. Oui. Donc, là, on fait directement, on parle d'axiomes, on est d'accord. Oui, on parle d'axiomatique. Et c'est là où, justement, quand tout à l'heure, Adrien, tu disais, moi, je considère que c'est vrai, bah, évidemment qu'il y a une forme de croyance là-dedans, puisque la science n'a jamais eu comme objet de dire ce qui était vrai. Elle dit au mieux ce qui est plausible en postulant l'existence du réel. Absolument. Donc, le simple fait qu'on utilise le terme vrai renvoie à une dichotomie vrai-faux qui renvoie directement à la notion de croyance. Donc, pour moi, c'est totalement plié. On utilise, en tout cas, le grand public utilise la science comme une espèce de doudou épistémologique, où en fait, c'est juste qu'on est passé d'un chaman qui avait vu un buisson ardent ou n'importe quel truc comme ça et auquel les gens avaient croire, à un chaman où on est capable de dire ouais mais mon chaman il casse la gueule à ton chaman si jamais on y va vraiment. Et les gens n'en savent rien, ils le croient. Donc on est totalement dans les mêmes systèmes grégaires. On est totalement dans les mêmes systèmes grégaires. Et cette notion de réalité, elle est intéressante parce qu'elle renvoie directement à ce qu'on appelle l'interprétation de Copenhague. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose en physique quantique. L'interprétation de Copenhague, qui est actuellement celle qui fait consensus, elle nous dit simplement le réel, on s'en fout de savoir ce que c'est. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un socle scientifique qui nous permet à la fois d'élaborer des expériences et de prédire les résultats de ces expériences. Du moment qu'elle le fait, ça nous convient. On s'en fiche, savoir si ça correspond effectivement à la réalité ou pas. Du moment qu'on a d'un côté une prédiction et d'un autre côté quelque chose qui permet de faire une expérience et d'un autre côté quelque chose qui permet de prédire les résultats de cette expérience, ça nous suffit. Donc, on n'a même plus besoin de cette notion de réel. En fait,
Moi, je te rejoins complètement. C'est une notion que j'utilise plus du tout. Donc, comme je disais, ça va être le thème de ma prochaine vidéo, de dire, mais arrêtez avec la notion de exister. Est-ce que machin existe? Mais arrêtez, vous ne comprenez pas ce qu'il y a derrière. On n'est que dans des modèles. Ça fait longtemps que la science et la philosophie ont laissé tomber l'idée de réel. Et c'est une non-notion, c'est un non-concept qui ne fait sens que pour monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas eu le niveau suffisant en épistémologie, etc., et qui n'ont pas eu le temps d'étudier ça. Mais en réalité, dans ce que tu dis, je trouve ça génial. C'est tout ce qu'on veut, c'est prévoir. C'est-à-dire que là, on entend le besoin du doudou épistémologique qui dit « je ne veux pas le chaos, protégez-moi du chaos, chaman, s'il vous plaît ». Et c'est la même chose c'est la même logique. Donc, de ce point de vue-là, oui, la science est une croyance, comme une autre, qui est probablement plus efficace. C'est d'ailleurs pour ça que les chamans scientifiques ont supplanté les chamans très rationnels, évidemment. Ouais. Mais ça n'est pas mettre tout sur le même plan, attention. Non, évidemment. Et d'ailleurs, juste petit point sur le réel, c'est que on parle du réel, mais que de toute façon, je pense qu'on est d'accord là-dessus, le réel, on en parle, mais on ne sait pas ce que c'est. Tout ce qu'on fait en science, c'est décrire comment on voit les choses ou comment est-ce qu'on les perçoit. Ce qu'il y a vraiment derrière, le réel des choses, ça, je pense qu'aucun scientifique, en tout cas actuellement, n'osera dire ce que sont réellement les choses. Et donc, à ce moment-là aussi, on se retrouve avec une idée de croyance, mais là, c'est encore plus loin et je ne pense pas qu'on va commencer à partir là-dessus, puisqu'il nous reste déjà plus beaucoup de temps, à vrai dire. Mais c'est intéressant quand même, parce qu'on voit que, par contre, on ne le dira pas comme ça, mais on utilisera, certaines personnes utiliseront des langages détournés, tels que, par exemple, c'est faux. Quand on dit c'est faux, on présuppose quand même qu'on sait que c'est juste. On ne dit pas j'y crois pas, on ne dit pas d'un point de vue bayésien, il y a peu de probabilité que, on va dire c'est faux. Et là, on se perd en route. Oui. Alors, pour rejoindre un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur le fait que la croyance est quelque chose de très important chez les scientifiques également, j'ai donné plusieurs types de croyances et je voudrais en citer une troisième qui est extrêmement importante, en tout cas dans le domaine de la physique, des mathématiques, mais aussi on se rend compte qu'il commence on va dire, un petit peu à envahir plusieurs autres domaines. C'est cette croyance intime qu'ont les physiciens, parce que c'est eux qui ont commencé. Enfin, oui, j'ai peut-être pas assez de connaissances en philo et tout ça, Sébastien me contredira peut-être ou précisera, mais que la nature, telle qu'on l'a définie, doit nécessairement être belle, doit nécessairement être élégante. Je m'explique, c'est-à-dire que pour un physicien, lorsqu'il élabore une théorie, ce qu'on appelle l'élégance et la beauté physique, c'est-à-dire qu'il faut que la théorie, elle soit, quand on la regarde, elle soit belle, elle soit jolie, autant mathématiquement parlant. Je veux dire, il ne faut pas qu'on ait un chaos mathématique, il faut qu'on ait des équations, alors pas dans leur forme, mais dans leur imbrication qui soient extrêmement élégantes, et dans la façon dont se déploie la théorie, il faut qu'elle soit jolie. Il faut qu'elle puisse dire, ben, tiens, ça correspond, on va dire, à l'idée d'harmonie qu'on se fait de la nature. Et ça, c'est quelque chose que décrit une physicienne théoricienne qui est extrêmement connue, qui s'appelle Sabine Hossenfelder, qui a écrit un livre qui s'appelle « Nous sommes-nous perdus dans la beauté mathématique » et qui explique qu'en fait, cette croyance vraiment qui correspond à un grand nombre de scientifiques, qui consiste à dire pour qu'une théorie finalement soit comment dire, intéressante et qu'elle soit, je veux dire, digne d'intérêt, doit correspondre à cette idée d'harmonie. On laisse de côté tout un autre groupe de théories qui sont peut-être moins belles, moins élégantes, mais qui sont tout aussi, on va dire, crédibles que les théories, que les autres théories qu'on considère plus élégantes. Et ça pose un véritable problème, parce que je prends par exemple pour l'exemple des neutrinos, ça s'est posé récemment, où on a un mécanisme particulier d'oscillation des neutrinos que les physiciens trouvent très joli, très beau, le mécanisme de la balançoire, mais on a tout un tas d'autres mécanismes d'oscillation qui sont certes moins élégants, on va dire moins harmonieux, mais enfin, je veux dire qui représentent, enfin, qui sont tout aussi concrets et intéressants et dignes d'intérêt que ce mécanisme de la balançoire. Et ça, j'ai un peu l'impression, alors ça envahit, on va dire, ça gangrène un peu la physique, parce qu'il y a vraiment cette idée de poursuite d'une harmonie, la nature doit être jolie, doit être élégante, alors les théories qui la décrivent doivent être aussi. Et c'est pas une idée qui est nouvelle. Ça gangrène d'autres domaines des sciences où on recherche un peu, où, comme disait Sébastien, finalement, on n'aime pas le chaos. Ah, Aline, tu es de retour. On recherche quelque chose qui soit harmonieux. Voilà. Tiens, Aline, tu nous feras un mot de la fin. Pardon, j'ai juste voulu cliquer.
D'accord. Bon. Salut. Le truc complètement improvisé là d'un coup. J'adore, c'est super vivant, j'adore. Voilà, ce sera la touche féminine du live. Donc voilà, on a cette croyance qui pose problème, en fait, hein, aussi. Une des choses moi, que ça m'évoque, c'est je reviens encore sur ce transrationalisme, sur la nécessité d'être au clair avec nos besoins limbiques, mais le besoin d'harmonie, c'est aussi un besoin fondamental chez l'être humain, le besoin d'élégance, le sens du beau, etc. Enfin, je pense que ça c'est démontré. Et du coup, c'est absolument terrible parce que justement, c'est un autre biais de la pensée en tube, en cône, c'est que on va privilégier justement ce qui satisfait nos besoins et on va mettre de côté la chose. Alors que justement, ce que je disais sur une autre table ronde, c'est que comment prétendre être plus proche de la vérité en ne gardant que la théorie élégante quand on pourrait avoir une carte du monde où on a la théorie élégante, toutes les théories moches et toutes les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on prend tout. Alors, on ne prend pas forcément tout au même niveau, on ne prend pas forcément tout comme un navet qui laisse tout rentrer, évidemment. Et ça, c'est une peur, effectivement, que j'ai entendue chez beaucoup de scientistes, plus que de scientifiques, évidemment. Mais c'est aussi lié à un biais cognitif très simple, c'est que si jamais je vous dis penser à un cheval, il y a peu de chances que vous ayez pensé à un cheval à qui manque une patte et un œil. C'est justement ce besoin de penser en termes de catégorie pure fait qu'on va être... Parce que il faut bien comprendre que ça nous demande plus de glucose de penser le monde de façon systémique en catégorie pure. C'est pas pour rien que plus l'individu est stressé ou quand on s'engueule et qu'on est bien stressé et qu'il y a une zone archaïque dans le cerveau qui revienne, on va avoir tendance à dire ah lui c'est un ceci, lui c'est un cela, c'est-à-dire à ontologiser les choses parce que ça nous demande moins d'énergie. Ouais, c'est vrai. Et c'est un écueil, j'aurais envie de dire, d'autant plus terrible qu'on en est arrivé à un point où dès lors qu'on commence même à conceptualiser une théorie avant de la développer, on va la conceptualiser en cherchant la beauté dès le départ. C'est-à-dire que lorsqu'on va se retrouver devant un tableau blanc et qu'on va dire bon, comment j'explique ce phénomène-là, on va partir de différentes idées. Enfin, on devrait partir de différentes idées plutôt. Mais en réalité, on va dire bah, tiens, commençons déjà par sélectionner ce qui paraît le plus joli, le plus harmonieux, et on va partir de là. Le reste, bah, finalement, on s'en fout. C'est-à-dire que puisque ça ne correspond pas à l'idée que je me fais de la nature harmonieuse dehors, eh bien finalement ça ne m'intéresse pas. Et c'est vraiment terrible parce que ça exclut non seulement tout un certain nombre de théories, mais tout un certain nombre de scientifiques également qui ne se sont pas lancés dans cette quête aveugle de la beauté. Donc c'est vraiment un véritable problème de croyance qui se pose. Juste pour éviter d'en perdre certains. C'est à propos de cette élégance qu'on a en science. C'est juste parce que pour certains, ça peut être flou. J'avais déjà vu des questionnements là-dessus. Je ne sais pas si c'est la meilleure définition que je peux donner. Peut-être que Thomas ou Sébastien, vous allez trouver mieux. Mais l'élégance en science, on va pouvoir dire qu'une théorie est élégante quand elle peut s'exprimer de façon relativement simple, relativement dans le sens de pour ceux qui vont l'utiliser ou ceux qui vont l'apprendre, et qu'elle est cohérente déjà. Mais ça, c'est quelque chose d'important en science. Et donc, voilà, c'est juste pour mettre les horloges à l'heure, parce que on ne sait jamais. Je ne sais pas si la simplicité, c'est vraiment, regarde, on prend la oui, alors justement. Et pourtant, élégante dans l'idée, enfin, pas forcément sur les mathématiques, parce que là, si on prend dès qu'on rentre dans la mécanique quantique, tout de suite on va se retrouver avec des équations relativement complexes. On va dire simple dans les idées. Voilà, on va éviter de faire rentrer en jeu des principes qui, dès qu'on les aborde, on commence à trouver ça absurde. Et moi, je trouve ça terrible parce que justement, l'absurdité, franchement, après là, on rentre dans Camus, mais l'absurdité, c'est vraiment notre nature à un endroit, ou en tout cas le conte. Enfin, l'absurdité, c'est la rencontre. Je ne sais plus qui dit ça. L'absurdité, c'est la rencontre du réel avec nos faibles capacités cognitives. Pourquoi pas, oui. Et c'est justement, c'est si on se sert de la science ou de la démarche scientifique pour fuir ce qu'on a en nous. Bah, ça va nous rattraper toujours comme une forme de retour du refoulé,
Alors, on peut peut-être effectivement réussir à le laisser de côté pour un temps, mais ça va nous rattraper. On n'échappe pas à ça. On n'échappe pas à ça. C'est vrai. Et d'autant plus, je pense que Sébastien pourra peut-être faire une parenthèse plus longue que la mienne, mais non seulement la recherche de la beauté en science, c'est un problème, mais en plus, il y a une grosse part de subjectivité dans la recherche de la beauté. C'est-à-dire que ce qui est beau pour moi ne sera pas nécessairement beau pour Bastien ou pour Adrien. Donc, on a aussi déjà un biais qui se pose ici aussi, dans la subjectivité de ce qui est finalement beau en science. C'est-à-dire qu'on a un obstacle ici aussi, je pense. Hein. Donc, c'est vraiment, pour moi, mais ça commence quand même à faire son petit chemin et on commence à dire, en fonction, peut-être qu'une théorie élégante, c'est pas nécessairement une théorie plus, on va dire, plus crédible qu'une autre. Donc, mais ça a du mal encore. Hein. Et en termes de croyance, je pense qu'on se pose vraiment là avec ça. C'est-à-dire qu'on a véritablement un problème avec ça, d'autant plus que, comme tu le disais, ce critère de l'absurde, sur quel, on va dire, sur quel paramètre concret on peut juger que quelque chose est absurde? Il y a 50 ans, le boson de Higgs, c'était absurde. Il y a, je veux dire, ce qui est absurde ne devrait pas, à un certain niveau. Hein. Je ne dis pas que celui qui va me sortir du jour au lendemain, qui a des schtroumpfs, qui habite sur le soleil, bon, voilà, mais je veux dire, dès lors qu'il y a quelque chose qui est un peu construit, même si ça paraît absurde, ça ne devrait pas l'exclure du champ des possibles. Je vais retrouver la citation, c'était l'absurdité, c'est l'intelligence lucide qui constate ses limites. Et là, ouais. on va rentrer dans quelque chose de politiquement très, très incorrect. C'est que, est-ce que j'ai suffisamment de ressources cognitives, que ce soit en termes d'intelligence brute, en gros de quotient intellectuel, tu vois, ou aussi en termes d'environnement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si je suis accablé par les soucis, ben, je vais devoir dégager de l'énergie pour continuer à garder à la conscience toutes les différentes hypothèses. Et là-dessus, il n'y a évidemment pas une réponse monolithique. Chacun voit midi à sa porte et c'est les raisons de ces éventuels débats où beaucoup de gens font l'erreur de penser qu'ils parlent du réel, mais qu'en réalité, ils parlent de leurs propres conditions psychiques. Oui, c'est vrai. Ouais, effectivement. Et parce que je vois le visage inquiet d'Adrien sur le temps qui file. En fait, c'est surtout pour l'écran qui devient n'importe quoi avec Aline, oui, avec aussi Aline, pour le temps. Etc. Alors, je fais quand même noter que dès qu'on a parlé d'élégance et d'esthétique, Aline est arrivée et dès qu'on a cessé d'en parler, elle est partie. C'est vrai. C'est absolument vrai. Non, alors justement, comme il était prévu que ça dure 1 heure et que on commence à dépasser le temps. Alors, bon, déjà, franchement, je vous remercie tous les deux. Vous êtes géniaux. Franchement, j'adorerais refaire des lives avec vous si ça ne vous dérange pas, je pense. Moi, je suis ravi. Voilà. Je voudrais vraiment vous remercier aussi tous les deux. Je m'adresse à Thomas, ça ne veut pas dire que ça ne s'adresse pas à toi, Adrien, mais comme tu étais dans un rôle de modérateur, etc. Et je voudrais vraiment profondément te remercier, Thomas, parce que je voudrais faire remarquer une chose. Ça, je pense à mes followers, parce que j'ai attiré leur attention là-dessus pas plus tard que ce midi. Pendant toute la discussion, nous avons fait oui et nous n'avons pas fait oui mais. Et je voudrais vous remercier pour ça. C'est vrai. Et je te retourne le compliment dans le sens où j'ai beaucoup appris grâce à toi. Donc, trop merci. Tu as comblé pas mal de mes lacunes en philo et en psycho. Et c'était vraiment très intéressant d'avoir ce domaine, cet aspect-là aussi. Tu as une chaîne YouTube, tu as quelque chose, Thomas, ou tu... Non. Okay. Non. Si, il a ses articles sur Trust My Science, mais bon. Ah, ok. Bah non, mais c'est pas... Voilà, c'est pas mentionné. Alors, je vois Franck qui est en train de tirer une tête un peu triste. Alors, non, Franck, ce n'est pas trop court. Par contre, si vous voulez, je peux vous laisser continuer. Alors, malheureusement, pas sur le direct parce que moi, je dois vous laisser, comme c'est moi qui héberge là, voilà, ça va poser problématique. Mais ce qui est possible, c'est que soit vous continuez à en discuter, alors, tout d'abord, je propose sur le Discord, donc je vais vous mettre le lien dans les commentaires, ou alors plus simplement sur le groupe Facebook, Live Débat, où vous pouvez ouvrir la conversation que vous voulez et en débattre comme vous voulez.
vous avez carte blanche là-dessus. C'est fait pour ça. Voilà. Donc, je vous mets le lien du Discord. Il y a également dedans des salons vocaux. Donc, ça veut dire que ceux qui étaient là dans les commentaires pourront directement discuter avec vous si vous le pouvez, ou voilà, vous gérez. Il y a des salons textuels, il y a différents salons. Il y a Thomas. Thomas, est-ce que tu es toujours dans les commentaires? Je ne sais pas. Qui sera là pour gérer les débordements si jamais il y a, mais normalement, il n'y aura pas de problème. Et voilà. Okay. Mais je pense qu'on peut remercier aussi et surtout les gens qui ont suivi le live. Voilà, parce que sans eux, on ne ferait rien. Ils se sont accrochés malgré les débuts techniques difficiles. À l'heure du zapping, c'est précieux. Sans ça, ce sera moins drôle aussi. C'est vrai. Bon, eh bien, merci à vous deux. Merci Adrien pour la modération et tes commentaires et tes éclaircissements intéressants. Et merci à Seb pour toutes tes connaissances que tu distillais durant le live et qui étaient vraiment très intéressant. Et puis, alors, si tu veux qu'on se refasse sur un autre thème, quelque chose. Moi, alors justement, le prochain live. Alors, peut-être pas avec toi, Sébastien. Il faudra choisir un sujet qui te convienne. Mais le prochain live, je compte bien de refaire appel à toi, Thomas, puisque ce sera sur le sujet de la gravité, avec la question de la gravité est-elle une force ou une illusion? C'est un sujet qui intéressait certaines personnes. Je n'ai personnellement aucun avis dessus. On aurait besoin de Sébastien pour parler. Alors non, c'était illusion dans le sens quelle est la vraie nature de la gravité? Est-ce que peut-être Einstein s'était trompé? Nature, oh punaise. Voilà, tu vois, on commence tout de suite à. Sébastien, tu peux donner le nom de ta chaîne YouTube si tu veux. Ça s'appelle Hypnomachie. Alors attendez, je vais vous mettre le lien. Ça s'appelle Hypnomachie et donc j'avais mentionné notamment la vidéo qui s'appelait La tâche aveugle de la zététique, dans lequel je parle exactement du sujet qu'on a eu là en citant un certain nombre d'auteurs. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, j'en profite parce que j'ai à côté de moi le livre dont je parlais déjà dans cette vidéo mais qui traite de ce sujet-là. Sur mon site hypnomachie.com, il y a plein de conseils de lecture justement si ça vous intéresse et qui s'appelle donc À tort ou à raison, intercritique de la science et du mythe. Et qui parle justement de l'aspect mythique dans la science, donc on est complètement dans le sujet. Voilà. Très bien. Et si on veut, pour terminer, si on veut se procurer le livre que tu as écrit, est-ce que tu peux nous redonner le titre? Pareil, il est sur le site hypnomachie.com. Voilà. Donc, tous les liens sont sur ta chaîne YouTube. Dans les conseils de lecture aussi, et j'en parle régulièrement sur ma chaîne. Et ça s'appelle Pervers narcissique, mythe et réalité. Perversion narcissique, mythe et réalité par Sébastien Villalba. Voilà. Ok, super, merci. Merci à toi, Thomas. Pas bien. Eh bien. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée à tous et au revoir. Ciao, ciao. Watch.